Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Ces missions accomplies, toutes les institutions prévues par la Constitution de 92 sont désormais en place. Un constat comme un beau gâteau pour célébrer les 25 ans de la loi fondamentale ce 18 janvier. Évocation de la longue parturition en ouverture du journal. Mission de longue haleine, le combat de Liliane Thuram contre les inégalités. La star du foot est sur ce plateau tout à l'heure pour expliquer son engagement au cœur des ateliers Muinda qui l'amènent au Cameroun. Mission en perspective pour les Lions à prime, battre le Mali et se qualifier pour les quarts de finale du CHAN 2020. La journée de l'équipe à 48 heures du match est racontée pour vous dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Nous sommes le 18 janvier 2021. La Constitution de 92 a 25 ans, un quart de siècle qu'il convient de marquer, tant la parturition vers cette loi fondamentale aura été longue. Depuis ce qu'on a appelé le vent d'Est, les années de braise en 90, la conférence tripartite du 30 octobre 91 qui remplace le large débat jugé sans objet par le chef de l'État, un long cheminement qui aboutit à la République du Cameroun aujourd'hui riche de toutes ces institutions républicaines en place. L'évocation de Oswald Modon. Au commencement était la Constitution du 2 juin 1972, mais 27 ans après, la précision du cap tracé par la vieille boussole faisait l'objet de contestations. Un conflit politique va facilement se nouer autour de la question de démocratisation. Nous sommes alors dans les années dites de braise. L'un de ces temps forts sera l'arrestation des membres du groupe des 10. La pression du SDF en quête d'une reconnaissance comme parti politique donnera lieu le 26 mai 1990 à de violentes manifestations. Moins d'un mois plus tard, à la faveur du premier congrès ordinaire de son parti, le président Paul Biya évoque la possibilité d'un retour à un multipartisme intégral. La campagne des Lions indomptables engagée au mondial italien vint un peu décrisper la situation. Seulement quelques temps après, les velléités reprennent avec entrain. L'enjeu d'une conférence nationale souveraine se fait pressante chez les partisans du changement. Mais un compromis sera finalement trouvé avec une grande partie de l'opposition d'alors. C'est la conférence tripartite. Cette conférence tripartite a été un moment important pour décrisper la vie politique camerounaise. Parmi ces résolutions, la révision de la Constitution est perçue comme l'acte qui favorisera et renforcera la démocratisation du pays. Le comité technique de rédaction remet sa copie au mois d'avril 1993. 1994, le comité consultatif constitutionnel est mis sur pied. Le projet de révision de la Constitution qu'il met sur pied arrive à l'hémicycle de Ngouékélé en décembre 1995 à la faveur d'une session parlementaire désormais historique. Les députés de la majorité vont négocier durement pour qu'un certain nombre d'amendements soient inscrits dans le texte. Son adoption au terme des débats houleux ouvrira de nouveaux horizons, mais surtout la porte à la promulgation par le chef de l'État qui intervient le 18 janvier 1996. Il s'agit en fait d'une révolution démocratique tout en douceur, avec tact et dextérité, menée de main de maître par le président de la République. L'une après l'autre, le chef de l'État a maintenant achevé la mise en place de toutes les institutions prévues par la Constitution, résultat de la perspicacité d'un homme visionnaire. Le commentaire de la rédaction, Romuald Ntwissengok. Ces événements, réglés par la politique du temps et le temps de la politique, se déroulent entre janvier 1996 et janvier 2021. Dès le 18 janvier 1996, promulgation par le président de la République de la loi portant révision de la Constitution de 1972. C'est l'entrée en vigueur de la loi fondamentale actuelle qui modernise le paysage politique du Cameroun grâce à 4 nouvelles institutions. Dans la foulée, la Chambre des comptes s'ouvre en 2003, resserrement du contrôle des finances publiques.
Comme dans un test de maturité, le bicaméralisme intervient 10 ans plus tard au Parlement avec les écharpes des sénateurs à l'issue des élections du 14 avril 2013 qui renforcent la démocratie représentative avec le Sénat. 7 février 2018, le Conseil constitutionnel sort des parapheurs du chef de l'État et les Camerounais vivent médusés son entrée en scène à la fois spectaculaire et magistrale lors du contentieux post-électoral de la présidentielle de la même année. Un dimanche, 6 décembre 2020, grand-messe politique nationale avec les premières élections régionales. L'entrée en fonction progressive des conseils régionaux et assemblées régionales sous le soleil de janvier 2021 assèche complètement les contre-courants du progrès dans le marigot politique camerounais. En 25 ans de réforme constitutionnelle, Paul Biya est donc passé de la parole aux actes, donnant la pleine mesure du bon usage du temps en politique. Et dans la mouvance de l'aboutissement et du renforcement du processus de décentralisation, la mairie de Bamenda recevait ce lundi un appui présidentiel spécial de l'argent destiné à l'amélioration du transport urbain dans cette capitale régionale du Nord-Ouest. Retrouvons à Bamenda pour les précisions Laurent Chissoukbe. Plus de 5 mois après la mise en service gratuite des minibus par le maire de la ville de Bamenda à la suite de la mesure préfectorale portant restriction des activités des motos, une autre bonne nouvelle s'ajoute. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, dans sa magnanimité légendaire, a accordé une dotation spéciale au maire de la ville de Bamenda pour lui permettre d'acheter encore quelques bus pour faciliter les déplacements des populations. Cette restriction des activités des motos a réduit considérablement les actes de criminalité dans la ville. J'ai accueilli la nouvelle avec toute satisfaction et tout plaisir. Je remercie le chef de l'État de ce qu'il a fait. Si c'est pour acheter les nouveaux bus, on va acheter. Si c'était pour payer les carburants, on va payer. Cette dotation financière dont le montant n'a pas été révélé vient au moment où la mairie de Bamenda est engagée sur plusieurs fronts dans le seul but d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous allons à présent à Garoua-Boulaye pour vivre le soulagement progressif dans le corridor Douala-Bangui. Le premier convoi a quitté cette ville camerounaise de Garoua-Boulaye ce lundi matin après un long mois d'interruption, le fruit de longues négociations entre les deux gouvernements camerounais et centrafricains. Placé sous haute escorte des casques bleus des Nations Unies, ce convoi test de 30 camions devrait atteindre Bangui dans 3 jours. Et nous retrouvons dans ce corridor notre envoyé spécial, Cyril Kingue-Mbépé. Dernière négociation, dernier contrôle des identités des membres du convoi et les 30 premiers camions peuvent traverser la frontière. Ils sont 800 qui viennent de passer 32 jours difficiles ici. Beaucoup de conteneurs, c'est la nourriture qu'on est en train de transporter. C'est que notre gouvernement a décidé pour sécuriser la route entre corridor et Garoua-Boulaye, Bangui. Je suis en train de partir, on va arriver, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Les négociations en haut lieu ont abouti. Les syndicats gardent les doigts croisés. Notre préoccupation, c'est justement la sécurité de nos camionneurs et de leurs motoboys. Nous déférons à cette décision-là parce que nous savons que quand le gouvernement décide, ce n'est pas pour rien, il sait sur quoi il se base. On a décidé de faire passer les camions des Nations Unies pour que ce soit des camions test. Et par la suite, tout le monde peut y aller. Ce corridor entre Douala et Bangui est réouvert et dans 3 jours, l'on va atteindre la vitesse de croisière pour les 200 000 tonnes de marchandises qui circulent mensuellement entre les deux pays. Je vous le disais en titre, Liliane Thuram est au Cameroun, la star du football français, le parrain de la quinzaine du film lycéen, l'activité phare des ateliers Mwinda, la toute première édition. L'objectif est de promouvoir une prise de parole de ces jeunes lycéens sur des questions sérieuses d'égalité à travers le cinéma. Liliane Thuram en parlait ce lundi même au ministère des Arts et de la Culture au cours d'une audience, première étape d'une riche journée que raconte maintenant Serge Atangana-Bissot.
Cette visite, c'est aux ateliers Mwinda. Lumière en lingala qu'on la doit. Une quinzaine du film lycéen qui depuis 2 ans abat un travail de studio souterrain et qui cette semaine libère enfin les énergies, le génie des jeunes des lycées à travers la production de films documentaires. Le thème est encadré, les inégalités hommes-femmes. L'idée, effectivement, c'est qu'on puisse, en tant qu'opinion publique, réfléchir aux inégalités qui existent dans nos sociétés. Donc c'est important que les jeunes générations puissent questionner ces hiérarchies pour les déconstruire et pour les changer. Depuis 2019, 24, puis 12 et finalement 6 équipes, 2 par 2, ont produit 6 films. Paroles d'enfants libérés aux parents, pour que bougent les lignes de la place et du poids de la femme chez nous. Effectivement, depuis des siècles, que ce soit en Europe ou aujourd'hui nous sommes en Afrique, eh ben, les femmes sont opprimées. En toute courtoisie donc, chez le ministre des Arts et de la Culture, avec des cadeaux. Et dans la foulée, une rencontre presse. Ça a fait la journée du parrain, avant ce plateau télé. La question, pourquoi vous avez des doutes ? Et voici le plateau télé. Bonsoir, Monsieur Thuram. Bonsoir. Et bienvenue au 20h30. Vous êtes donc, on l'a dit, l'ex-international champion du monde avec la France en 98 pour cette Coupe du Monde que vous remportez avec cette équipe-là. Alors, qu'est-ce qui motive ce passage de ce football-là de haut niveau à votre parrainage aujourd'hui de ces ateliers Mwinda? Ben écoutez, c'est l'histoire d'une vie, c'est-à-dire que j'ai remarqué que je pouvais profiter de ma notoriété pour essayer de questionner la société civile. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que c'est intéressant de faire travailler notamment les enfants sur la notion d'égalité. Et est-ce que vous vous attendez de la part de ces enfants à une compréhension réelle, totale, des sujets aussi sérieux que l'inégalité entre les hommes et les femmes et même entre les races? Ben écoutez, je pense que s'il y a des gens qui comprennent très rapidement les inégalités, ce sont les enfants. C'est-à-dire qu'en règle générale, on les comprend, notamment lorsqu'on est une femme dans une société, et on finit par s'y habituer. À finir par croire que c'est comme ça. Donc il faut dire très tôt, notamment aux jeunes filles, de ne pas accepter les inégalités dans la société, parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est l'homme qui doit décider. Et les femmes doivent se défendre. Et vous avez l'impression que la mayonnaise prend? Oui, vous savez, encore une fois, le fait de travailler, de réfléchir, notamment à travers des films aujourd'hui, ou simplement de pouvoir savoir qu'il y a des adultes qui essayent d'éveiller les plus jeunes. Je pense que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les adultes, c'est quelque chose de très important. Et ce sont d'ailleurs des préoccupations centrales pour votre fondation, pour l'éducation contre le racisme et pour l'égalité. Mais encore une fois, le discours des enfants dans cette lutte des adultes vous semble-t-il réellement construit? Oui, vous savez, chaque génération, ce sont les plus jeunes qui questionnent les adultes, qui questionnent les habitudes. Ce sont les jeunes qui poussent au changement de société. Donc moi, j'ai totalement confiance dans les jeunes et je pense qu'ils sont très conscients de vouloir plus d'égalité dans la société. Il suffit de poser la question, que ce soit sur l'égalité de couleur de peau ou sur l'égalité de genre, vous allez voir que les enfants sont très très conscients. Est-ce que vous en avez souffert vous-même dans votre belle et grande carrière de footballeur? Oui, de ces inégalités raciales? Oui. Je pense que ça explique ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que très tôt, j'ai pris conscience qu'on avait une image très négative des personnes de couleur noire. Plus tard, ça n'a pas beaucoup changé dans le football? Ça n'a pas beaucoup changé, mais croyez-moi, il y a de plus en plus de joueurs qui défendent l'égalité. Ça, c'est très important, parce que vous savez, trop de personnes voudraient que les choses changent et ne font rien. Et donc, il faut inviter les enfants, notamment, à participer à ce changement. Une lutte que vous menez également à travers votre plume, l'écriture. Vous êtes l'auteur de cette belle pensée blanche. La pensée blanche, on ne naît pas blanc, on le devient. Et est-ce que ce livre est paru, c'est en 2020, au mois d'octobre, l'année dernière, oui. En octobre. Quel sens donnez-vous à ce titre et à son contenu? Ben, vous savez, c'est très simple. Nous vivons dans un monde, malheureusement, où on a construit que la norme serait blanche. On a construit qu'il y aurait une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Et vous savez, ce qui est dramatique, c'est que les personnes qui
ont subi cette domination liée à la couleur de peau, la remettent en place sans y réfléchir. C'est-à-dire que reproduisent voilà, les schèmes. Il y a beaucoup de personnes de couleur non blanche qui effectivement ont comme norme cette blancheur en fait. Et ça c'est extrêmement grave. Et ça veut dire qu'en fait ils participent au mépris d'eux-mêmes. Alors, au programme de ces ateliers Munda, demain mardi, vous aurez une rencontre avec les étudiants de l'ESTIC. Ce sont ces étudiants en journalisme en général et dans d'autres métiers de la communication, suivi de la dédicace de cet autre ouvrage, Mes étoiles noires, de Lucie, cet ancêtre de notre race, la belle Lucie, femme noire, à Barack Obama. Exactement. Tout un programme. Et puis, vous allez avoir dans l'après-midi une rencontre avec les élèves du lycée Fustel de Coulanges, ici à Yaoundé, avant l'étape de Douala. C'est énorme ce séjour. Ben écoutez, c'est en tout cas avec joie que je vais le faire. Je pense qu'effectivement, je vais apprendre énormément de choses et j'espère leur faire réfléchir à justement que chacun de nous devons participer à ce changement de société. C'est votre toute première visite au Cameroun et vous tombez à pic en ce plein Chan Total Cameroun 2020. Quel regard vous portez sur ce football camerounais et africain qui se déploie depuis samedi maintenant? Alors, pour dire la vérité, je ne connaissais pas cette compétition. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Ça permet de donner des opportunités aux joueurs qui jouent dans le championnat africain. Et je trouve que c'est quelque chose de très gratifiant. Nous en parlons tout à l'heure. Si vous restez à la régie avec nous, vous verrez ces belles images des matchs du jour. Bon vent en tout cas pour votre séjour au Cameroun. Merci Découvrez beaucoup. Autant que vous pouvez ce beau pays qu'est le nôtre. Merci beaucoup. Welcome. Un plaisir. Et nous parlons d'abord de la lutte contre le coronavirus pendant ce championnat d'Afrique des Nations 2020. Des nouvelles à présent du site de Limbe de Boya, où le sous-comité de cette région du sud-ouest a déployé un large dispositif sanitaire. Confirmation avec Évariste Eyenga. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Bonsoir, c'est bien cela. Quelques cas positifs signalés dans la région du sud-ouest. La région du sud-ouest où va évoluer dès demain la poule D. Il y a particulièrement la délégation de la Zambie avec 7 personnes testées positives, dont 5 joueurs heureusement asymptomatiques et suivis à distance. 2 encadreurs dans la même situation, ils sont asymptomatiques. Il y a également dans la délégation de la Tanzanie 2 joueurs testés positifs. L'un est asymptomatique et suivi à distance, mais l'autre a été référé à l'hôpital régional de Limbe parce qu'il présente des cas plus ou moins sévères et donc son hospitalisation a été adjointe un suivi de proximité. Voilà, globalement pour les autres délégations, il n'y a pas de souci dans la région du sud-ouest. Le sous-comité médical de cette région a pris des dispositions en distribuant des épis, des équipements de protection individuels, des masques, des gels hydroalcooliques. On prend le soin de tester jusqu'aux ballons de football qui vont rentrer dans l'aire de jeu, ainsi que les hôtels. Ils sont désinfectés, les lieux de résidence des différentes délégations. Donc il y a quelques cas positifs, mais la situation n'est pas à un stade à pouvoir alarmer pour l'instant.
Merci pour ces informations, Évariste. Naturellement, tous les soirs, vous nous donnerez ce baromètre du coronavirus au sein des équipes de toutes les 16 délégations présentes au Cameroun. Et vous restez avec nous pour nous donner des nouvelles des Lions A' qui préparent maintenant leur second match. Ce sera après-demain mercredi contre les Aigles du Mali. Et vous dites, Évariste Eyenga, que ces dernières 12 heures, les Lions A' sont restés très focalisés. Nous vous retrouvons dans la tanière pour ces lions qui se préparent à bouffer de l'aigle. Le réveil des lions A'. Il est 8h15. Le premier point inscrit sur l'agenda de l'équipe du Cameroun est la pesée. Les uns après les autres se succèdent et vérifient les kilos de plus ou de moins après le match d'ouverture. L'attente pour certains est meublée par des chats, des textos adressés aux amis et proches. D'autres lions rôdent autour de la piscine où surgissent et survolent les aigles A' du Mali. Il est 9h, le moment des tests Covid du prochain adversaire du Cameroun. 9h correspondant aussi au repas matinal déjà servi. 33 joueurs pour partager le bout de pain aux côtés du staff technique, du staff médical, de la logistique et de la sécurité. L'instant ne va durer qu'une trentaine de minutes. Prochaine étape, les tests du coronavirus. C'est obligatoire 48 heures avant chaque rencontre. S'en suivra un long repos. Avant la sortie d'hôtel à nouveau, il est 16h30. Les Lions A' vont traverser le pied de la présidence de la République pour allier le stade annexe B du complexe sportif d'Olembe. C'est une séance d'entraînement réservée au schéma tactique et aux stratégies. La presse est priée de quitter les vainqueurs du match d'ouverture avant la dernière page de leur agenda de ce lundi. Léger flashback, braquons à présent les projecteurs sur l'homme du match Cameroun-Zimbabwe. C'était samedi. Martin Loïc Akoesono est à 22 ans, un pilier dans cette équipe des Lions A'. Voici le regard ému de sa famille sur ses prouesses de samedi au stade Omnisport de Yaoundé. C'est un reportage de Déby Kembe. Cela fait 2 jours que Martin Loïc Akoasomo a reçu ce trophée symbolique d'homme du match, le tout premier de la 6e édition du CHAN. Sa mère, émotive, en pleure encore. Je voudrais qu'il aille en avance. Je suis très émue. 4e et unique garçon d'une fratrie de 5 enfants, Akoasomo a été façonné à la dure par son papa, plutôt du genre école. Il faisait que quand il part à l'école, nous on se dit qu'il est à l'école. On le garde à escalader. Aller jouer. Son père avait même tapé sur lui. L'histoire du dossard 18 des Lions A' est celle d'un talent précoce qui mûrit depuis 2008. Il nous impressionnait dès le bas âge. C'est pour ça qu'on lui a donné le surnom de Diego. Diego, tout ce que je peux te dire, c'est de rester toi-même comme tu l'as toujours été. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai eu ce trophée du mois dernier. Je vous promets, mes coéquipiers et moi, de toujours faire et donner le meilleur de nous-mêmes. Martin Loïc Akoasomo, offensif et rapide des 2 jambes, sera sans pitié dans son couloir et tant pis pour ceux qui vont le croiser. Et on dit bon vent à Martin Loïc. CHAN Cameroun 2020 dans la poule C, les matchs Maroc-Togo et Ouganda-Rwanda ont drainé de nombreux spectateurs et on va voir maintenant à partir des cabines des commentateurs et même dans les gradins, certains acteurs ont eux aussi mouillé leur maillot. Voici le match des spectateurs au stade de la réunification à Douala. C'est un reportage de Joseph Gouet Amandeng. Au cours de l'affiche Maroc-Togo, ici au stade de la réunification à Douala, un fan inconditionnel des Lions indomptables. Ngando Piqué et son groupe démontrent à souhait que le Cameroun est un pays du football. Même en l'absence de la sélection camerounaise sur la pelouse, le Ramdam est celui des grands jours. Tout à côté, les supporters togolais règnent en maître. Chez les Marocains, en l'absence des fan clubs, le capitaine Ayoub El Kaabi peut se contenter d'une gerbe de fleurs en pleine interview. Peut-être parce que son coéquipier Soufiane Rahimi a été désigné homme du match. Le match des spectateurs, c'est aussi ici, dans ces cabines, où des commentateurs sont parfois plongés dans l'émotion.
Et nous allons encore dans le sud-ouest, au stade de Limbe Moliko se disputait ce lundi la deuxième journée des matchs de ce CHAN. Deuxième journée donc au centre des préparatifs. Ce sera le match à l'affiche Zambie-Tanzanie à 17h et Guinée à partir de 19h. Et ce sont des matchs qui vont se disputer demain. Ce sera demain mardi. Nous allons donc directement à Limbe pour voir les préparatifs en cours au sein d'une autre équipe des Lions indomptables du micro et de la plume. Les équipes de la CRTV sont mobilisées sur ce site-là également pour donner à voir tous les sons et toutes les couleurs de cette première journée dans la poule D qui se dispute demain mardi à Limbe. Nous retrouvons Joël Igor Abanda. La poule D basée ici au stade Omnisport de Limbe rentre en jeu mardi 19 janvier 2021. Et ce sont les joueurs des équipes A' de la Zambie et de la Tanzanie qui fouleront en premier le gazon synthétique flambant neuf du stade Omnisport de Limbe. Les deux équipes s'entraînent chaque jour pour une bonne participation au CHAN. Le coach Milutin Sredojevic de la Zambie compte sur le temps d'entraînement de ses joueurs pour une belle entame du CHAN. Et son capitaine Adrian Chama indique que le moral de ses coéquipiers au beau fixe pour une victoire face à la Tanzanie. Pour le coach tanzanien Etienne Daïra Guigé, ces joueurs sont là pour compétir et non juste pour participer. La deuxième confrontation met aux prises la Guinée et la Namibie. La Namibie n'a pas joué son championnat professionnel de football depuis 18 mois, mais les poulains du coach Bobby Samaria ne comptent pas se laisser faire. Au cours de la conférence d'avant-match, le coach Bangoura Mohamed a indiqué avoir une très bonne équipe capable de faire mieux que les deux dernières participations de la Guinée au CHAN. L'entraîneur guinéen compte sur tous les compartiments de son équipe. Le coach Bangoura Mohamed et son capitaine Nabi Kamara veulent aller jusqu'à la finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Nous allons à Douala où ce lundi se disputaient les matchs de la deuxième journée et les continuent d'impressionner. Ils en jettent pour les spectateurs de la capitale économique. Après Japoma, ce sera le tour du stade de Bepanda d'exhiber ses beaux atours. Et on constate qu'en plus du beau jeu, le public vient aussi à ces stades pour découvrir ces belles infrastructures. Confirmation à Douala, Monique Félicité Chouane. Et c'était prévisible. Japoma a séduit, a fait parler de lui. L'impatience a atteint les cimes et le jour dit est arrivé au grand bonheur de chacun. C'est impressionnant, c'est beau, une belle réalisation du Cameroun. Donc on s'y attendait pas, mais bon, c'est magnifique quoi. Des groupes d'amis, des familles, des photos en n'ont plus finir. Des manifestations de joie déjantées, Japoma fait vibrer, émerveille. L'architecture d'abord, l'architecture du stade. L'architecture du stade, elle est très belle et ça nous plaît vraiment. Un joyau, une merveille qui fait la fierté du Cameroun, des Camerounais, mais aussi des Africains. Nous sommes venus voir le stade et nous avons constaté qu'il est magnifique, il est très beau, il est très spacieux, il est juste waouh. On ne se rendait pas compte que notre pays pouvait encore faire de tels trucs comme ça et c'est vraiment magnifique. Le stade est magnifique, le public est magnifique et tout, donc tout est beau, bien réussi. Japoma la Belle, plus que le CHAN, a enchanté ces milliers de visiteurs et téléspectateurs. Dans l'autre actualité, les conférences annuelles des services centraux et déconcentrés des ministères, d'abord aux travaux publics, où cette conférence s'est ouverte ce lundi à Yaoundé, des travaux qui vont durer 4 jours pour réfléchir sur des problématiques telles que le coût des infrastructures routières au Cameroun. Rodrigue Bertrand, tu es nous. Covid-19 oblige, c'est par visioconférence que se déroule la grande messe des services du ministère des Travaux publics. Les thématiques abordées au cours de la première journée avaient trait à la maîtrise des coûts des travaux routiers, l'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées dans l'aménagement des infrastructures routières ou encore la prolongation de la durée de vie des routes en terre à travers les matériaux locaux. Le ministre qui coordonne les travaux pousse les participants à donner tout ce qu'ils ont dans le ventre. Que devons-nous faire pour que quand une route en terre est entretenue aujourd'hui, qu'on ne reparte
pas sur cette route en terre que 5 années plus tard, parce qu'on aura réussi à la stabiliser. Les travaux vont s'achever jeudi. Même exercice au ministère des Postes et Télécommunications où des responsables sont réunis depuis ce lundi dans le cadre de cette traditionnelle conférence annuelle des travaux autour du thème de l'entrepreneuriat numérique et de ses attentes, des atouts également pour l'émergence du Cameroun. Tout un programme, Irène Ndjanafouda. Le contrat de performance que le ministère des Postes et Télécommunications devra respecter tout au long de l'année en cours fait la part belle à l'innovation et à l'entrepreneuriat numérique, au projet de création d'une industrie locale du numérique et à la transition digitale. Nous voulons effectivement produire des entreprises numériques viables et en un très grand nombre. Vous savez que les TIC sont un multiplicateur. C'est la raison du choix de notre thème que nous croyons qu'il est approprié. Pour mieux cerner les contours de l'opération, les responsables des services centraux et déconcentrés, ainsi que ceux des structures sous tutelle réunis autour de leurs supérieurs hiérarchiques, Minette Libom-Liliken, se sont abreuvés à la source, alimentés par la leçon inaugurale du professeur Ebenezer Njomweli. Les retrouvailles entre acteurs du secteur des postes, des télécommunications et des TIC permettent donc de définir les priorités pour promouvoir l'émergence numérique. Le budget de l'Université de Maroua pour l'année 2021 était voté lors de la dernière session. C'était récemment. Il s'agit d'un montant de près de 8 milliards essentiellement destiné à l'investissement et au fonctionnement de cette institution. Le compte-rendu des travaux présidé par Abdoulaye Babali avec Francine Ndjaba à Maroua. En 2021, l'université de Maroua va fonctionner avec un budget équilibré en recettes et en dépenses, arrêté à la somme de 8 milliards 115 794 375 francs CFA. Une enveloppe budgétaire revue à la hausse cette année avec 10,45% reparti ainsi qu'il suit. Le fonctionnement pour 6 milliards 600 millions et l'investissement pour 1 milliard 500 millions de francs CFA. Dans la perspective développementaliste de cette institution, l'orientation donnée va beaucoup plus dans la construction infrastructurelle, la recherche, l'encadrement des personnels. Nous devrions nous attendre à la construction d'infrastructures pédagogiques, notamment au niveau du département de météorologie, climatologie, hydrologie et pétrologie de l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua, installée à Kousséri, l'amélioration des conditions de travail des différents acteurs de l'université de Maroua. Nous avons mis sur pied un certain nombre de filières innovantes au niveau des établissements. Nous allons continuer l'encadrement des enseignants. Au cours de cette 24e session ordinaire consacrée à l'adoption du budget, le Conseil a mis au point des formules qui permettent à l'institution de rationaliser sa gestion et surtout veiller à l'adaptation de la formation donnée aux étudiants pour qu'ils soient le plus près possible des besoins du marché de l'emploi pour davantage rehausser l'image de l'université de Maroua qui compte à ce jour 7 établissements dispatchés respectivement à Kongola Dulgouf Kodek, à Maroua, à Kaélé et à Kousséri. Le Cameroun, la belle Afrique en miniature, à découvrir ou à redécouvrir par les Camerounais et les hôtes de ce Chan 2021, ce Chan 2020 arrête ce soir au bord de l'océan Atlantique, la belle ville de Kribi qui dévoile et qui déploie les charmes de ses belles plages jusqu'à la frontière maritime et fluviale avec la Guinée équatoriale voisine. Voici le guide Salvatore Becha qui nous conduit vers ces merveilles touristiques. Voici l'une des merveilles qui fait de Kribi une destination touristique de rêve, les chutes de la Lobé. La renommée des chutes de la Lobé traverse Kribi.
Ces chutes, j'imagine que c'est Dieu qui a dû faire ça. Quand je regarde ce paysage, je me demande pourquoi les gens prennent des billets d'avion pour aller, je sais pas trop. À côté de ces chutes, des plages de sable fin aux couleurs dorées s'imposent tout le long de la côte atlantique. Kribi, ce sont aussi ces hôtels au standing international qui s'imposent par leur architecture et confort avec une vue splendide sur la mer. C'est un hôtel situé en bordure de mer, 2 en 1, piscine et plage. Les touristes aiment venir pour profiter du vent marin qui circule. Aussi son jardin. C'est très beau, on vient d'arriver, on est arrivé hier soir, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais ouais, moi j'aime beaucoup en tout cas. À cette liste s'ajoutent des sites touristiques tels que le phare Margaret, qui juste aujourd'hui, le monument historique de la déportation des peuples Batanga lors de la Première Guerre mondiale. Les merveilles culinaires ne sont pas en reste grâce aux fruits de mer qu'on ne présente plus. Le célèbre mets traditionnel et bandjea, les crevettes et autres fritures comblent au quotidien le palais de nombreux touristes et visiteurs de cette partie du pays. Que du beau. Et voilà qui met joliment un terme à ce journal. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Martine Noël Dengue et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous, ce sera à minuit sur cette antenne avec Sadou Mamoudou et Elvis Deke. Restez sur la CR TV. Dans quelques instants seulement, ce sera pour vous l'actualité de la présidence de la République, Présidence Actu, avec Yves-Marc Mozo. Très belle soirée sur notre antenne et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info. C'est parti pour le Chan Total Cameroun 2020. Pendant la fête du football au pays de Roger Mila, CRTV News vous propose de jouer les prolongations avec Extra Time. 26 minutes d'informations sur les coulisses et les attractions de la compétition. Extra Time, c'est tous les jours entre 9h33 et 10h sur CRTV News. À partir du 15 janvier.